بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم قابو صلاح الدين, maître de conférence à l'université de Adrar, département mathématiques et informatique, chargé de cours et de TD pour le module développement d'applications mobiles qui est destiné aux étudiants en troisième année licence. Donc on va continuer notre cours. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est les composants d'une application Android. Donc avant de commencer ce cours, on fait un petit rappel par rapport au cours que nous avons vu précédemment. Donc nous avons vu déjà la notion d'une application mobile et on a discuté qu'une application mobile, les différents types d'applications mobiles, le nombre de téléchargements d'une application mobile au niveau international, c'est-à-dire le marché mondial. Et on a aussi répondu pour la question essentielle qui est pourquoi on utilise une application mobile, c'est-à-dire on ne va pas s'arrêter à répondre à la question comment développer une application mobile, mais la question qui se pose ou bien qu'on doit vraiment poser, c'est pourquoi on utilise une application mobile. Après, on a vu les systèmes d'exploitation mobile. Nous avons défini un système d'exploitation mobile comme étant un système embarqué. On a vu l'architecture des systèmes embarqués, les fonctionnalités, les caractéristiques des systèmes embarqués. On a aussi vu les différents systèmes d'exploitation mobile et le nombre ou bien l'utilisation de ces systèmes au niveau mondial. On a aussi vu le système d'exploitation Android, son architecture, l'anecdote aussi qui dit que le système Android n'est qu'une réponse par rapport au système iOS. Et nous avons vu que le système d'exploitation Android, c'est-à-dire l'existence de ce système était avant déjà la création du système iOS. Voilà, donc à peu près les informations qu'on a, en grosso modo les informations qu'on a vues pendant les chapitres précédents. Donc commençons par le cours d'aujourd'hui, qui sont les composants essentiels d'une application mobile. Ce sont les éléments essentiels d'une application Android. Ces éléments sont faiblement couplés par le fichier Android manifest. Donc ce fichier, nous avons détaillé ce fichier dans la science de TP. On a dit que ce fichier, c'est un fichier qui englobe les composants essentiels d'une application mobile. Ce fichier est considéré comme une carte d'identité pour une application mobile. On a dit que ce fichier, c'est le premier fichier qui va être lu lors du démarrage d'une application mobile. Donc les composants qu'on va voir dans notre cours, c'est bien l'activité, la notion d'une activité, le service, le récepteur de diffusion et un fournisseur de contenu. Donc commençons par une activité. Donc la définition d'une activité. Une application déjà est un assemblage de fenêtres entre lesquelles il est possible de naviguer. Donc une application est constituée d'un ensemble de différentes fenêtres. Ces fenêtres tout simplement représentent ce qu'on appelle des activités. Un moyen efficace de différencier entre ces activités est de bien comparer leur interface graphique. C'est-à-dire si elles sont radicalement différentes, les interfaces graphiques, eh bien il s'agit des activités différentes. Donc à travers cette définition, est-ce qu'on peut dire qu'une activité c'est une interface graphique, puisqu'on a dit que le fait de trouver différentes fenêtres, et bien que chaque fenêtre a sa propre interface, ça veut dire qu'on a des activités différentes. Est-ce qu'une activité est une interface graphique? Avant de répondre à cette question, il faut présenter un exemple. Par exemple, on a une liste d'albums.
Donc on peut représenter une liste d'albums comme une activité. Le fait de cliquer sur cette liste, on obtiendra une liste de photos. C'est une activité aussi. Et le fait de cliquer aussi sur cette photo, on obtiendra une photo, c'est une autre activité. Donc nous avons 3 activités différentes. Pourquoi? Parce qu'on a 3 fenêtres différentes et par la suite on a 3 interfaces différentes. Une interface graphique est un ensemble d'éléments visuels avec lesquels peuvent interagir les utilisateurs. Là, on peut dire qu'une activité est un support d'une interface graphique qui va s'insérer dedans. Vous avez, est-ce que là, on peut dire qu'une interface graphique est une activité? Bon, tout simplement, à travers la définition, l'activité et l'interface n'est pas la même chose. Donc, une activité n'est qu'un support dans lequel on va insérer cette interface graphique. L'interface graphique qui est elle-même un ensemble d'éléments graphiques, ou bien des objets graphiques. J'aimerais bien de faire la différence entre l'interface graphique et l'activité. Parce que si vous ne pouvez pas faire cette différence, vous allez trouver pas mal de problèmes. Donc, ce n'est pas le rôle de l'activité que de créer et de disposer des éléments graphiques. Donc, l'activité n'est qu'un moyen sur lequel vont s'insérer les objets graphiques. Et les objets graphiques sont tout simplement une interface graphique. Donc, par la suite, on peut définir une activité comme étant un support qui contient des informations sur l'état actuel de l'application qu'on appelle un contexte plus une interface graphique. Donc, tout simplement, activité, c'est quoi? C'est un contexte plus une interface graphique. Une interface graphique, c'est un ensemble des objets, des boutons, des layouts, etc. plus un contexte. C'est quoi un contexte? C'est l'information. Ce n'est pas l'information sur l'application, non, c'est l'information sur l'état actuel. J'aimerais bien de souligner ce mot actuel, l'état actuel de l'application. Donc, si l'état va changer, ça veut dire que le contexte va changer, et par la suite, quand le contexte change, l'activité change. Par exemple, on peut trouver une activité qui liste des contacts, une autre activité qui ajoute un nouveau contact et une autre qui affiche le détail d'un contexte. Donc, le tout forme un ensemble cohérent. Donc, on a une seule application qui est la gestion des contextes, mais on a plusieurs activités dedans. Le tout forme un ensemble cohérent, mais chaque activité pourrait fonctionner de manière autonome. Passons maintenant à définir l'état d'une activité, parce que on a dit avant que l'activité c'est l'information sur l'état actuel qui représente un contexte plus une interface graphique. Donc il faut bien définir c'est quoi un état d'une activité. À tout moment, une application peut laisser place à une autre application qui a une priorité plus élevée. C'est tout simple, donc ce n'est pas uniquement pour le système d'exploitation mobile, mais pour tous les systèmes d'exploitation, il y a ce qu'on appelle des priorités entre les applications. Un exemple, si un utilisateur reçoit un appel, il devient plus important qu'il puisse y répondre que d'émettre la chanson que l'application diffuse. Donc, selon un exemple, par exemple, si l'utilisateur il est en train d'écouter une chanson à travers une application et à ce moment-là, il a reçu un appel. Donc, il est obligé de répondre. Bon, il n'est pas obligé, mais il doit répondre à l'appel par rapport à continuer à écouter la chanson. Donc, il y a une certaine priorité entre deux applications. Quand une application se lance, elle se met tout en nom de ce qu'on appelle une pile d'activités. Donc, le fait de dire qu'il y a une certaine priorité entre des applications, ça veut dire qu'il y a une priorité entre les activités, et le fait de dire aussi qu'il y a une priorité entre des activités, ça veut dire que les activités sont enregistrées dans ce qu'on appelle
une pile d'activités. Donc voilà l'état d'activité. Donc une pile d'activités, c'est un ensemble des activités. Donc toujours l'activité qui est en sommet, ça veut dire qu'il est une activité qui est une activité prioritaire par rapport à l'activité qui est dessous. Il faut juste noter que l'activité qui est au sommet de la pile, c'est l'activité avec laquelle l'utilisateur interagit à travers l'interface qui contient cette activité. Voilà, donc un exemple en ajoutant une activité, ça veut dire qu'une activité qui vient et qui est plus prioritaire par rapport à l'activité 2. Si par exemple on veut supprimer cette activité 3, donc l'activité 2 devient l'activité avec laquelle l'utilisateur interagit. Donc, puisqu'on a présenté la pile d'activités, on a dit que la pile d'activités contient un ensemble d'activités ayant une certaine priorité entre elles. On peut avoir une activité de type active. C'est quoi une activité qui a un état actif? Donc, c'est une activité qui est visible en totalité. Ça veut dire que l'utilisateur regarde, bien l'utilisateur voit seulement une activité. Donc cette activité, elle est sur le dessus de la pile, donc c'est ce que l'utilisateur consulte en ce moment. L'application a tout le focus, c'est-à-dire l'utilisateur agit directement avec l'application. Tout simplement une activité qui a un état qui est en état actif, c'est l'activité avec laquelle l'utilisateur interagit et l'activité qui est visible en totalité. Tout simplement, voilà. Donc, par exemple, une activité 3, c'est une activité active. Le fait de dire une activité active, ça veut dire l'utilisateur agit directement sur cette application. Et la deuxième condition, c'est que cette activité est visible, mais en totalité. Le deuxième état, c'est on peut avoir aussi une activité qui est en état suspendu. C'est quoi un état suspendu? Ça veut dire que l'activité est partiellement visible à l'écran et l'application n'a plus le focus, c'est l'application sous-jacente qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, que l'activité est visible à l'écran, mais pas en totalité. C'est-à-dire on peut avoir à ce moment deux activités qui sont visibles à l'écran, les deux. Cette application n'a plus le focus, c'est-à-dire ce n'est pas cette activité que l'utilisateur interagit avec. Un exemple, par exemple, dans le cas où un utilisateur consulte une application, quelle que soit cette application, et à ce moment-là, cet utilisateur reçoit un SMS, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, une petite fenêtre qui s'affiche, par exemple, au haut de l'écran, qui lui informe qu'il a reçu un message. Donc, dans ce cas, on a deux activités. Une activité qui consulte que l'utilisateur consulte, et une autre activité qui informe l'utilisateur qu'il a reçu un SMS. Mais est-ce que les deux activités sont actives? Bien sûr que non, parce que l'activité qui est active, c'est l'activité avec laquelle l'utilisateur interagit, et la deuxième activité, c'est une activité suspendue. Ou bien le fait d'afficher ce message, l'activité que l'utilisateur consulte devient suspendue, et l'autre activité est active. L'essentiel que dans un moment, on ne peut pas avoir deux activités actives en même temps. Donc, soit une activité suspendue,
avec une activité active. Mais les deux sont affichés à l'écran. Il peut avoir deux activités qui s'affichent à l'écran, comme on peut avoir une seule activité. Le troisième état qui est une activité arrêtée. Donc c'est une activité qui est invisible à l'écran. L'application n'a évidemment plus le focus et puisque l'utilisateur ne peut pas la voir, ça veut dire qu'il ne peut pas agir dessus. Voilà, donc c'est si simple. Donc, le fait de fermer une application, l'activité elle devient en état arrêté. Donc, question, est-ce que le système Android peut avoir deux applications actives en même temps? Donc, on a déjà répondu, non, on ne peut pas avoir deux activités actives en même temps. On peut avoir deux activités, les deux sont affichées en l'écran, bien sûr. Ça dépend des appareils. Par exemple, Redmi ou la Huawei, donc ils ont les fonctionnalités d'afficher deux activités en même temps. Mais les deux activités ne sont pas les deux actives, ne doivent pas être les deux actives. Donc une qui est active et l'autre arrêtée, non, l'autre qui est suspendu. Passons maintenant au cycle de vie d'une activité. Le cycle de vie d'une activité correspond aux différents états d'une activité lors de sa gestion par le système Android. Donc le fait de parler sur le cycle de vie d'une activité, donc on a forcément une relation avec l'état d'une activité. Le cycle de vie indique les étapes que va traverser cette activité pendant sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Il faut juste noter que chaque étape du cycle de vie est représentée par une méthode qui doit être appliquée dans la partie code source. Donc voilà le cycle de vie d'une activité. Donc on va prendre chaque étape tout seul et on va essayer de expliquer ça. Donc on va prendre cette étape, puis cette étape, ensuite cette étape et enfin cette étape. Donc la première. Voilà la première étape. Donc le fait d'une activité est lancée, le système Android appelle les trois méthodes. On create, on start et on resume. Donc la méthode on create permet de créer une activité, tout simplement permet de créer une activité. La méthode on start permet de démarrer l'activité, c'est-à-dire on rend cette activité visible et lisible par l'utilisateur. La troisième méthode en resume permet d'exécuter tous les traitements nécessaires au fonctionnement de l'activité, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à créer l'activité et le démarrer. Donc là, l'exécution du traitement qui doit être fait par cette activité. Pour le deuxième schéma, donc le fait d'une activité est lancée, donc on peut avoir la méthode en pause qui nous permet de rendre cette activité à partir d'état actif en état suspendu. Voilà, donc les trois méthodes permettent de rendre l'activité active. Donc la méthode en pause permet de rendre l'activité à partir d'état actif en état suspendu. La méthode en stop permet de rendre l'activité à partir d'état suspendu à l'état arrêté ou bien stop. Donc à ce niveau, on a deux choix. Soit on peut relancer l'application après qu'elle ait été arrêtée, donc on peut la lancer à travers une autre méthode qu'on va voir par la suite, soit on a le choix de tuer cette application à travers la méthode en destroy. Donc voilà à peu près les méthodes les plus importantes pour le cycle de vie d'une activité. Voilà, donc la méthode permet de rendre l'activité suspendue. Donc est-ce qu'on peut relancer cette
est-ce qu'on peut relancer cette activité en la rendant à partir de l'état suspendu en état actif? Oui, on peut le faire. C'est-à-dire on peut rendre l'activité qui est en état suspendu en état actif à travers la méthode en résume. Donc est-ce qu'on peut rendre la méthode, est-ce qu'on peut rendre l'activité qui est en état stop, en état arrêté, est-ce qu'on peut la rendre en état actif? La question, oui, on peut le faire en état arrêté, on peut le faire à travers la méthode en restart, puis en start, puis en resume. Il faut noter que avant que l'activité soit tuée, on appelle la méthode en stop, permet d'arrêter l'activité. On a le choix de la relancer à travers la méthode en restart, puis en start, puis en resume. Comme on a le choix aussi de tuer cette activité à travers la méthode en destroy. Mais il faut noter que à ce moment-là, le système Android utilise une méthode qu'on appelle en save instance state. Cette méthode permet de sauvegarder l'état actuel de cette activité avant qu'elle soit tuée par la méthode onDestroy. Donc cet état sera passé en paramètre à la méthode onCreate. Donc là, en utilisant la méthode onSave instance state, on doit le passer à la méthode onCreate en paramètre pour pouvoir restaurer l'état de l'activité. Donc voilà, donc pour résumer le cycle de vie d'une activité, une fois l'activité est lancée, le système appelle les trois méthodes. Si on veut par exemple soit faire arrêter, là c'est pas arrêter, faire rendre l'activité à partir d'état activité d'état actif aux états suspendus en utilisant la méthode en pause, et puis on peut utiliser la méthode en stop pour rendre l'application arrêtée. Et on peut aussi utiliser la méthode en destroy pour tuer complètement l'activité. Voilà le cycle de vie d'une activité. Il faut aussi dire que pour pouvoir développer des applications mobiles, il n'est pas uniquement de savoir le cycle de vie d'une activité ou bien avoir une information par rapport aux activités ou par rapport aux composants d'une application mobile. Il faut aussi avoir une information ou bien un prérequis important par rapport au développement spécialement pour le langage Java. Donc il faut connaître les types de variables, par exemple des variables simples ou bien des variables complexes. Il faut aussi avoir le principe des méthodes, les paramètres. Il faut aussi avoir une certaine connaissance par rapport à la notion d'héritage. En grosso modo, il faut avoir un prérequis pour le développement Java et pour un développement orienté objet. Le cycle de vie d'une activité, voilà les méthodes. Donc par exemple, une activité, la classe activité peut hériter de la classe activité, comme il peut aussi hériter pour d'autres classes. Voilà les méthodes en create, en start, en resume, en pause, en stop, en destroy. Voilà les méthodes qu'on a vu expliquer tout à l'heure. Pour la création de l'activité à travers Android Studio, donc c'est très simple, il suffit d'aller au répertoire Java destiné pour le code source au traitement. Donc cliquez à droite sur main activité et va directement sur activité. Donc on a le choix de créer une activité vide ou bien ça dépend le contexte de l'application
que vous voulez créer. Passons maintenant au deuxième composant qui construit une application mobile. Bien, c'est le service. Un service exécute un arrière-plan pour effectuer des opérations de longue durée ou pour exécuter des tâches pour des processus distants. Contrairement à une activité, un service ne propose pas d'interface utilisateur, il s'exécute uniquement en arrière-plan avec l'entrée de l'utilisateur. Là, il faut dire que nous avons expliqué qu'une activité est un contexte plus une interface graphique. Le contexte représente l'information sur l'état actuel de l'application. Pour le service, un service ne dispose pas d'une interface graphique, c'est-à-dire il nous donne uniquement un service. C'est-à-dire l'utilisateur, il ne peut pas agir directement avec le service à travers une interface graphique. Il faut noter que le service hérite de la classe service. Donc voilà un exemple d'un service. Donc on peut avoir un service qui peut lire de la musique en arrière-plan lorsque l'utilisateur se trouve dans une autre application. Donc l'utilisateur agit avec l'application, ou bien consulte une application et en même temps il peut écouter la musique. Mais le fait d'écouter la musique, ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'interagir directement avec ce service à travers une interface graphique. Comme il peut télécharger des données sur Internet sans bloquer l'interaction de l'utilisateur avec l'appareil Android. Donc c'est tout simplement une activité, c'est un contexte plus une interface graphique, mais un service est uniquement un programme qui ne contient pas une interface graphique. C'est la différence entre un service et une activité. Passons maintenant au récepteur de diffusion. L'objectif essentiel du récepteur de diffusion, il a deux objectifs. Le premier objectif, il permet de gérer la communication entre le système d'exploitation et les applications. Par exemple, traiter les différents signaux émis par le système. Un broadcast qui annonce par exemple que l'écran a été atteint ou bien la batterie est faible, etc. Donc, dans ce cadre, les récepteurs de diffusion gèrent la communication entre le système et l'application. Le deuxième objectif de récepteur de diffusion est bien qu'il permet de la communication entre les composants des applications Android à travers l'envoi des messages via ce qu'on appelle des intents. Là, on peut dire que l'objectif essentiel d'un récepteur, c'est de faire la communication entre l'utilisateur, entre le système et l'application, entre deux activités par exemple, qui représentent des composants, entre une activité et un service, entre une activité et d'autres composants. Donc voilà, donc en grosso modo, il permet de gérer la communication, que ce soit entre un système et application, ou bien entre deux composants qui construisent une application mobile. Un récepteur de diffusion, donc j'ai oublié de dire qu'un récepteur de diffusion, il peut avoir un petit interface, par exemple, dans le cas où affiche un écran qui affiche un petit message qui alerte l'utilisateur, par exemple, à batterie faible, etc. Passons maintenant au quatrième composant qui est le fournisseur de contenu. Donc avant de parler, il faut dire que les bases de données, l'objectif essentiel d'une base de données est de faciliter le stockage de données, donc à travers les deux jobs ou les deux options essentielles les deux objectifs essentiels d'une base de données, afin de éliminer les redondances ou bien de faire l'indépendance entre la donnée et le traitement. La question qui se pose à ce niveau, c'est: est-ce qu'il n'est pas possible d'accéder à la base de données d'une application qui ne nous appartient pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à partager du contenu entre plusieurs applications? Il faut savoir que
que dans un système Android, on a beaucoup d'applications. Et on peut aussi avoir des applications qui exigent une base de données et d'autres non. Et dans ce cas, on peut avoir une situation, une application a besoin aux données qui sont stockées dans une autre application. Le challenge, est-ce que cette application peut accéder aux données qui sont stockées dans d'autres applications? Exemple, est-ce qu'il est possible de consulter les contacts de l'utilisateur qui sont enregistrés dans l'application, par exemple, carnet d'adresse? Par exemple, on peut construire une application qui vérifie les noms des contacts qui sont stockés dans le carnet d'adresse. Pour développer ce type d'application, on est en face à un empêchement qui nous empêche à accéder aux données qui sont dans le carnet d'adresse. Donc, le fournisseur de contenu, c'est le seul moyen qui nous permet de faire ça. Le fournisseur de données, donc c'est un programme utilisé dans l'application qui distribue son contenu aux autres applications. Il spécifie des autorisations d'accès aux données. Le fournisseur est destiné à l'échange des données inter-applications, c'est-à-dire accéder ou bien modifier ou supprimer les données entre deux applications, mais toujours à l'utilisation d'une base de données. Les clients accèdent aux données stockées dans le fournisseur de contenu à travers un résolvateur de contenu, bien ce qu'on appelle un Content Resolver. Cet objet nous permet de, premièrement, présenter une interface de type base de données. Le fait de dire une interface de base de données, ça veut dire il nous fournit des méthodes telles que les insertions, la suppression, bien la mise à jour des tuples, etc. Il nous fournit aussi des services supplémentaires tels que la mise à jour des données. Voilà. Donc on suppose par exemple qu'on a une application. Voilà, on suppose que l'application c'est le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse c'est l'application qui contient la liste des contacts. Et là, on veut construire, ou bien on veut développer une application, cette application qui va vérifier par exemple les noms qui sont stockés dans le carnet d'adresse. Donc, pour faire ça, on est obligé d'utiliser le fournisseur de contenu à travers l'objet Content Resolver. Cet objet nous permet, en tant que développeur de cette application, nous permet de fournir une interface de type base de données pour par exemple l'ajout, la suppression, etc. Voilà une vue globale pour le système Android contenant les composants essentiels d'une application mobile. Donc comme on a vu, le système Android a 4 couches essentielles. La première couche est destinée par le noyau qui est fourni en utilisant le système Linux. Il est composé aussi de librairies qui sont natives, machines virtuelles, la couche applicative. Donc quand on parle d'une composant essentiel d'une application mobile, donc le travail se situe dans cette couche. Donc on a par exemple des services, des fournisseurs de contenu, des broadcast receivers, récepteurs de diffusion, et on a une activité. Et l'utilisateur interagit. Pour interagir avec le système, il doit utiliser ce qu'on appelle l'activité à travers l'interface graphique. On peut utiliser l'interface graphique à travers le modèle architectural qui est le MVC. Donc pour résumer notre cours, on peut dire qu'une activité est un programme plus interface graphique. Le programme est constitué d'un ensemble d'informations sur l'état actuel de cette information.
On peut dire aussi qu'un service, on peut dire aussi qu'un service est un programme, mais sans interface graphique. Et là, une application est constituée essentiellement d'une activité principale, plus un ou plusieurs activités secondaires, mais éventuellement un ou plusieurs services, éventuellement un ou plusieurs récepteurs, et éventuellement un ou plusieurs fournisseurs. Donc, une application, on ne peut jamais avoir une application sans une activité. On peut avoir une activité, une application avec une activité et sans les autres composants. Donc j'espère que ce cours a été bien compris. Donc si vous aurez des questions, vous avez déjà déjà mon email. Voilà, donc bon courage. Salam alaikum.